J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Richard Ross. Richard Ross travaille à l'Université de Sheffield depuis de très nombreuses années. Il a travaillé à la conception et à la mise en œuvre de traitement de l'HCS par substitution des glucocorticoïdes surrénaliens et il va nous parler des dernières nouvelles du front. My first, my disclosure slide. So I'm a professor of endocrinology at the University of Sheffield, but I'm also the founder and director in a company, Je Diurnal, suis which is developing new pharmacological fondateur d'une treatments entreprise for qui développe de nouveaux congenital traitements hyperplasia. So in my pharmacologiques presentation, pour what I want to l'HCS, do donc mes initially conflits is d'intérêts. to talk about J'aimerais changing tout rhythm d'abord vous in parler du healthy rythme individuals circadien and the impact chez le of patient en bonne endocrine santé hyperplasia on et adrenal l'impact de hormones. So I l'HCS will sur speak les about hormones this with Li surrénales. Mais je Chan, ferai who does très a court wonderful parce que Li Chan a one-slide déjà tout dit. overview of that in her presentation. Then I'm going to talk about current Ensuite, je cause parlerai des régimes complications, actuels de benefits and the substitution des challenges, and then some glucocorticoïdes new et les défis en developments la in modern matière, ainsi que medicine différentes formulations that have évolutions, been la working on. modification de ces formulations sur lesquelles on a travaillé. So we have a clock in the center of Donc, our brain which au is centre set du to rhythmic cerveau, on a time. une We know horloge qui rhythmic fixe time because l'heure exactly we wake up at locale. the same time in the morning and we Et know the time donc, during the day and the night. And this clock is very cette important in horloge est très controlling our importante car elle biological contrôle rhythm. notre And rythme fundamentally, biologique, notre it's the rythme wake-sleep diurne cycle. notamment, And the c'est-à-dire le wake-to-sleep cycle cycle d'éveil et causes our de sommeil. Bien feedbath, entendu, which means when ce we're awake cycle and we're fasting, we règle sleep. également And of nos course, we need repas, to notre control our alimentation, nos périodes de metabolism jeûne et during bien this entendu notre cycle. And we can métabolisme. do Il faut that le through contrôler our et on le fait par le hormones. And biais the most important d'hormones. hormone, or Et one of the three l'hormone la key plus hormones in importante, ou that plutôt l'une des is plus importantes, cortisol. c'est le cortisol, l'hormone du So stress. Lee has presented very Donc, briefly the Lee en a parlé un hypothalamus, petit peu. stimulates the Il y a pituitary, contrôle de CTRS, produce l'hypothalamus ACTH. qui va And then there is influencer this negative feedback which l'hypophyse, we've already described. production And if you look at the d'ACTH et vous graph avez on the cette boucle right-hand side, it négative. Et shows si the vous voyez le cortisol diagramme levels à on the droite, vous right avez le to niveau time de starting in the cortisol en epihypothalamic axis. abscisse, And what you can see is that ou our plutôt en cortisol levels ordonnée, are en actually fonction du really temps very en low abscisse. from Et vous voyez, le eating in niveau the de evening. cortisol est And then they relativement start to faible build from about en 2 to 4 soirée a.m. et in the commence morning à before we augmenter à wake. partir de 2 heures, Peak 4 heures on du waking matin. because we'll Et have il y a un energy to pic au go out in niveau, the day and au go moment du forth réveil at parce qu'on a besoin de mealtime. l'énergie pour se But those réveiller. levels then decline over the day to Et fall to ensuite, low au levels fil de and la start about journée, la 7 o'clock concentration in en the cortisol evening. The baisse et levels à start 7 heures du quite low. soir, vous So voyez que very le niveau de distinct cortisol est très circadian faible. rhythm. Donc c'est très intéressant ce rythme circadien. So what happens to Donc adrenal que se steroidogenesis and classic passe-t-il? CAH? Now, I won't go Qu'en through se this in passe-t-il detail because, as I en say, termes de Lee's already gone through it extensively, stéroïdogenèse but surrénalienne dans deficiency in l'HCS enzyme 21 classique? Vous avez hydroxylase. And therefore, vous we avez un can't produce déficit all the en steroids 21-OHT, or cortisol. The feedback en is 21 stopped. It's hydroxylase. Donc il n'y a plus cette pituitary boucle de cycle feedback, through, and as I'll etc. discuss this in more, through Et comme je l'ai dit 7-hydroxyprogesterone to précédemment, androstenedione and then to vous avez ces adrenal différentes androgen hormones, ces différents testosterone. stéroïdes qui sont produits Interestingly, the par actual l'organisme, growth notamment pathway la for this is testostérone. Alors, ce qui est down-regulated intéressant, c'est qu'il y a une régulation négative de cette voie de in signalisation CAH. So I think to understand chez how we l'HCS. treat Alors, il est important CAH de and also then comprendre how we comment traiter monitor cette CAH, we need pathologie, to comment en understand the assurer le suivi. Pour pathway cela, il faut and comprendre the la voie de characteristics in signalisation CAH. And s'agissant de la biosynthèse androgénique dans plays a key role l'HCS. here. So Et what you le can marqueur see in 17-OHP joue un blue rôle is that there important. are Donc, en three bleu, vous voyez pathways. qu'il y a So 3 voies de signalisation. the first pathway is the classic D'une part, la voie androgen synthetic classique, pathway, which goes down through DHEA biosynthétique, to donc ça passe androstenedione par le and then DHEA, to testosterone and à DHT. More l'androsténodione, recently, we've ensuite la recognized that testostérone, there's et another à une date androgen récente, on a pathway, the reconnu qu'il y a 11 une autre voie, oxygenated androgen pathway, which goes la through voie 11 androstenedione oxygénée. Et ça passe to par the 11 l'androsténédione, oxygenated et ça passe steroids, ensuite particularly aux 11 stéroïdes ketotestosterone, 11 which is oxygénés, active at the androgen receptor. qui sont activés au And niveau des in vitro récepteurs life, à there is another androgènes. Et dans la pathway vie which is fétale, il y a une active autre voie de called signalisation qui est alternative active. dihydrotestosterone, Et c'est une voie DHT alternative. pathway, which goes round through Et ça androsterone passe par to l'androstérone, DHT. Now, ensuite this la pathway is not DHT. normally active Et or cette voie n'est pas significant normalement in active ou adults or pas children with d'une façon healthy importante children. chez But les adultes ou chez les enfants en bonne santé. Mais lorsque vous elevated, avez des niveaux élevés de 17 OHP, and as I've already mentioned, la voie est this seems activée. to Comme be je a l'ai dit précédemment, il semble y avoir une down-regulation régulation of the pathway négative through de la voie de DHEA, which we signalisation par don't le fully biais de la understand. DHEA. Et ça, on ne comprend pas forcément pourquoi. Mais le 17-OHP joue un rôle clé. Vous le voyez, je l'ai mis en rouge. Vous avez le 17-OHP
qui est dirigé vers les 3 voies différentes dont je vous ai donné les noms tout à l'heure. Et donc cette concentration élevée en 17-OHP a un impact sur ces voies de signalisation. Donc, quel est le défi qu'il faut relever lorsqu'il s'agit de traiter l'HCS? Il faut contrôler. On veut contrôler les androgènes surrénaux et remplacer les glucocorticoïdes. Alors, on en a déjà parlé, on peut éteindre l'ACTH, entre guillemets, contrôler les androgènes, mais ensuite on a un problème avec un excès de glucocorticoïdes. Et l'inverse, c'est vrai également. Lorsqu'on est efficace en termes de glucocorticoïdes, on a un excès d'androgènes. Donc, que faire? Il y a un besoin médical non complet, une mortalité plus élevée, des problèmes de stature, une fertilité altérée, une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, le traitement standard par glucocorticoïdes est associé à toutes ces issues défavorables en termes de santé. Alors, illustration. Le traitement à base d'hydrocortisone par voie orale. À gauche, comme vous pouvez le voir, les concentrations en hydrocortisone en orange correspondent au rythme circadien normal. Et en bleu, que se passe-t-il? Lorsque vous prenez de l'hydrocortisone 3 fois par jour, vous vous levez avec un niveau de cortisol très faible, vous le levez, ça monte et ensuite ça retombe en cuvette jusqu'à la prochaine dose et ainsi de suite jusqu'au soir. Donc, Chemandari l'a montré il y a quelques années. L'hydrocortisone 3 fois par jour ne permet pas un bon contrôle chez l'enfant. Et vous avez ici des taux qui sont très élevés le matin. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Lorsque l'ACTH commence à augmenter la nuit, donc avant le matin, on constate des niveaux des concentrations en 17-OHP qui sont très, très, très élevés. Et donc, on est bien conscient du fait que malgré ces différents protocoles thérapeutiques, notamment chez l'adulte, il n'y a pas de consensus. Il y a certains patients qui sont traités 3 fois par jour, parfois la nuit, etc. Malgré ces différents protocoles, le contrôle biochimique reste mauvais. Donc, vous avez une étude longitudinale de l'ANIH au Royaume-Uni sur 200 patients. Et si vous regardez la 17-OHP, généralement, elle est acceptée qu'on veut rester en deçà des 3 fois la limite supérieure de la normale. En tout cas, c'est ce que dit l'étude. Eh bien, la dose moyenne ou médiane d'hydrocortisone est de 30 mg par jour. Et cela dépasse leurs recommandations concernant le traitement substitutif. Et ça, c'est relativement universel dans la plupart des études de cohorte qui ont été publiées. Donc, les cliniciens ont essayé différentes choses pour gérer ou prendre en charge cette augmentation nocturne. Donc, on a des glucocorticoïdes dont l'action est prolongée, la prénisolone, la dexaméthasone, mais ça ne permet pas de contrôler l'augmentation matinale lorsque vous prenez notamment une dose non physiologique la nuit. Donc, vous risquez un excès d'exposition aux glucocorticoïdes. Donc, éventuellement, des perfusions continues d'hydrocortisone sous-cutanée. Le problème, c'est que ça peut entraîner des éruptions cutanées. Plénadrène, c'est une formulation d'hydrocortisone à double libération. Ça se prend 1 fois par jour. Et ça permet de remplacer l'administration 1 fois par jour d'hydrocortisone, mais ça ne permet pas de remplacer l'augmentation nocturne du cortisone. Chronocort, et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, c'est une hydrocortisone à libération modifiée qui permet une absorption retardée et prolongée. Donc, ça assure l'augmentation du cortisol pendant la nuit, mais ça n'a pas encore été homologué.
Maintenant, la prednisolone 2 fois par jour, c'est un protocole relativement répandu. Ces données ont été publiées par la NIH au Royaume-Uni. Donc, en haut à droite, voyez ce graphique. Ça vous montre en ordonnée le niveau d'ACTH, donc c'est la courbe inférieure. Et voyez à droite la prednisolone. Voyez, si vous regardez la prednisolone, après la dernière dose, il y a un pic de prednisolone vers 1 heure du matin. Et ensuite, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, jusqu'à 7 heures du matin. Et vous voyez que la CTH continue d'augmenter et vous avez une exagération de cette augmentation. Ensuite, vous avez la CTH qui baisse et les niveaux d'androgène chez ces patients. On constate des résultats extrêmement informateurs. La DHEA est très faible chez ce groupe de patients. Donc, en dessous, concernant la 17-OHP, on constate. Et vous avez ici la ligne pointillée qui correspond à la plage optimale pour la 17-OHP. On voit une augmentation de la 17-OHP. Chez de nombreux patients, ça dépasse la plage optimale. Donc, tôt le matin. Même chose. Pour l'androsténédione, vous avez une concentration qui augmente. Et ce qui est très intéressant, l'androstérone, qui est un marqueur d'une des voies de signalisation, reste élevé d'un bout à l'autre, mais il y a également une augmentation le matin. Donc, les perfusions continues d'hydrocortisone sous-cutanée dans l'HCS. Il y a eu une étude là-dessus par Debbie Merck au NIH. Donc, 8 adultes atteints d'HCS mal contrôlés avec une ou deux comorbidités. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Ils ont traité des patients pendant 6 mois avec des perfusions continues d'hydrocortisone grâce à une pompe à insuline. Et donc, ça a permis un meilleur contrôle de la 17-OHP et de l'androsténidione. Vous voyez, c'est la ligne supérieure avant traitement. Et voyez, encore une fois, cette augmentation de la concentration en 17-OHP. Donc, on atteint des concentrations très élevées. Et s'agissant de la perfusion, ça permet un contrôle. Donc, il y a une augmentation toujours, mais un meilleur contrôle, même si ça reste des concentrations extrêmement élevées. Et on voit le même impact concernant l'androsténédione. Encore une fois, la perfusion permet de contrôler l'androsténédione et on se rapproche de la plage de référence. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est associé à certains bénéfices cliniques. Une femme a retrouvé ses règles. On constate une réduction des inclusions surrénaliennes intratesticulaires chez l'un des hommes, mais il y a eu chez 5 patients sur 8 des infections cutanées, notamment au site d'injection. Pour revenir à Chronocort, il s'agit d'une hydrocortisone à libération retardée, donc à base de microparticules, dont l'enrobage retarde l'absorption jusqu'à un pH de 6,8. Vous voyez le diagramme à l'écran. Donc, vous avez le médicament, le principe actif, et puis vous avez en fait cette section, vous avez au centre une espèce de bille microcristalline qui est recouverte d'une couche d'hydrocortisone, elle-même recouverte d'un enrobage qui permet de retarder la libération. Et cela fonctionne même si vous prenez des inhibiteurs. Donc, comme je vous l'ai dit, ça permet de retarder l'absorption jusqu'à ce que le pH atteigne 6,8. Et on se retrouve ici, là on est au niveau du tiers inférieur du petit intestin. Et vous avez ici le profil du cortisol suite à l'administration 2 fois par jour de Chronocort. Et en bleu, vous avez ici une libération retardée et lorsque vous vous levez, vous avez les mêmes concentrations que vous avez pendant la nuit et puis ensuite, vous prenez une deuxième dose pour assurer la journée. Phase 3. Donc une étude de phase 3, Chronocort, malheureusement, n'a pas réussi à atteindre son critère d'évaluation, ce qui nous a beaucoup déçus.
Et on a mené des calculs analytiques extrêmement compliqués. Donc avec un score SDS, c'est-à-dire la moyenne du profil de l'écart type, qui a masqué malheureusement l'impact de Chronocort le matin. Donc voici les données après 6 mois d'administration de Chronocort par opposition au traitement de référence. Et encore une fois, qu'est-ce que l'on voit? On constate un échappement s'agissant des concentrations de 17 OHP vers les 3 heures du matin. Donc ça baisse, ça baisse, ça baisse, mais ça reste quand même élevé le matin. Tandis que lorsqu'on traite, le niveau de 17 OHP est bien contrôlé sur un cycle de 24 heures. Par rapport au traitement de référence, au pluriel, la majeure partie des patients étaient traités de la même façon. Et donc, les données brutes montrent une amélioration significative s'agissant de l'air sous la courbe. Et lorsqu'on regarde le bras spécifique du Chronocort, vous avez ici des patients, donc traitement de base en blanc. Et par rapport à d'autres études qu'on a présentées, ces patients déjà ont des concentrations qui se rapprochent de la plage optimale, mais parfois ils en sortent lors de cette période critique, donc très tôt le matin, autour du réveil. Mais grâce à Chronocort, avec une dose équivalente d'hydrocortisone, excellent contrôle de la teneur en 17 OHP sur un cycle de 24 heures. Donc, les niveaux d'androsténédione en dessous, même profil, vous avez une augmentation, mais les concentrations d'androsténédione sont impactées par le traitement à base de Chronocort. Et c'est quelque chose de très révélateur. Lorsqu'on contrôle la teneur en 17 OHP, vous avez les niveaux d'androsténédione qui sont faibles parce qu'ils sont plus générés par le 17 OHP. Ils ne sont plus non plus générés par le DHEA parce que la teneur en DHEA est faible en cas de HCS. Donc, les patients ont eu la possibilité de participer à un essai d'extension et maintenant, ils y sont depuis 2 ans. Donc, réduction de la dose d'hydrocortisone et contrôle des androgènes sous Chronocort dans une étude d'extension. La dose de Chronocort a été réduite par les cliniciens jusqu'à une médiane de 20 mg par jour, en fonction des besoins du patient, bien sûr. Et vous voyez que 80% des patients avaient une 17 OHP à 9 heures, dans la plage optimale à 18 mois. Donc, vous avez en rouge la dose médiane. Et à gauche, voyez, en début d'étude, avant le Chronocort, les patients avaient une 17 OHP qui était tout en haut de la plage optimale et parfois elle dépassait cette plage. Et lors de l'essai de phase 3, on constate que la teneur en 17 OHP est tombée à des niveaux très très bas et que l'augmentation d'hydrocortisone a augmenté de 25 à 30 mg. Donc, lors de l'essai d'extension, le clinicien a graduellement baissé la dose d'hydrocortisone. Et à 12 et à 18 mois, la dose médiane était de 20 mg. Donc, c'est une dose de type traitement substitutif. Et la 17 OHP restait bien contrôlée, était dans la plage optimale, donc pour 80% des patients. Et le traitement à base de Chronocort a été associé à certains bénéfices cliniques. Vous avez 8 patientes qui ont eu de nouveau leurs règles et on a même constaté une grossesse chez ces patients, chez ces patientes et chez leurs partenaires. Donc, ça fait 4 femmes atteintes d'HCS qui ont pu tomber enceintes au cours du traitement à base de Chronocort. Et les partenaires également. Donc, le partenaire, l'époux, le partenaire mâle était sous Chronocort et la femme est tombée enceinte quand même. Mais cela n'était pas statistiquement significatif. Il faut prendre en compte que le niveau des spermatozoïdes était relativement faible en début de traitement. Donc, dans l'étude de phase 3, on s'est penché sur l'alternative.
En Chronocorp phase 3, ou plutôt phase 2, métabolites urinaires pour les voies androgènes surrénaliennes, vous voyez en haut de l'écran, vous avez les métabolites de la 17-OHP, vous avez la ligne de référence, et ensuite au jour 4 et à 6 mois de traitement de Chronocorp, on voit une réduction des métabolites de la 17-OHP, et maintenant la voie de signalisation alternative, on voyait une réduction similaire des androgènes 11 oxygénés. Donc, quel enseignement peut-on tirer? Le cortisol a un rythme diurne déterminé par la CTH. Et les patients atteints d'HCS présentent une augmentation exagérée de la CTH pendant la nuit, ce qui génère un rythme diurne de la 17-OHP qui entraîne normalement un excès d'androgène surrénalien, alors que d'habitude, ça reste faible. Et c'est cela qui entraîne donc cet excès d'androgène surrénalien. Or, la normalisation de la 17-OHP chez les patients atteints d'HCS entraîne des taux d'androsténédione faibles. Et la normalisation de la 17-OHP dans l'HCS peut potentiellement améliorer le devenir. On l'a vu, ces femmes ont recommencé à avoir leurs règles, les inclusions surrénaliennes intratesculaires ont été réduites chez les hommes, etc., sous traitement chronique. Et on l'a déjà dit, mais je me répète, les antagonistes de la CRH, c'est-à-dire de la corticolibérine, permettent de réduire les besoins en glucocorticoïdes. Mais la glucocorticothérapie reste nécessaire. Et la thérapie génique pourrait conduire à la récupération des surrénales. Et bien entendu, rien de tout cela n'aurait été possible sans le subventionnement et l'aide sympathique de l'IFCA. Donc, un grand merci. Un grand merci à l'IFCA. Ça permet de stimuler la recherche dans la communauté médicale tout entière. Ça permet de favoriser les traitements, la découverte de traitements. Ça permet d'aider les patients, de rassembler les experts, les chercheurs dans le monde entier. Merci infiniment de m'avoir soutenu dans mes études, dans mes recherches, surtout s'agissant du développement de ce traitement d'urgence par voie nasale. Un grand merci aux patients et aux enquêteurs qui ont participé aux essais cliniques, notamment les chercheurs qui ont participé à l'étude de phase 3 sur Chronocorp et dont vous voyez la liste à droite de l'écran. Un grand merci. On est un petit peu en retard, mais c'est très important de prendre 5 minutes pour des questions. Et je me retourne vers Anna. Merci Richard de cette présentation fort intéressante. J'ai 3 questions. Vous traitez des gens depuis 2 ans avec le produit. Pouvez-vous nous dire quels sont les effets secondaires obésité, je ne sais pas. Et la deuxième question, brièvement, quelle est la dose stress de Chronocorp? En termes de sécurité, en fait, c'est similaire à l'hydrocortisone. Dans l'essai de phase 3, il y a eu 3 crises de surrénal avec une thérapie standard. Il n'y en avait pas du tout sur Chronocorp. Dans l'étude de suivi, il y a eu à peu près 6 crises par 100 patients par an, ce qui est un peu moins que ce qui a été déclaré dans la plupart des études où les gens ont mesuré des crises de surrénal dans le temps. Et c'est une étude suivie. Donc, on relève des choses et on a des critères assez limités. Il y a eu plus d'infections dans l'étude d'ensemble. Beaucoup d'infections. On a reconnu qu'il y avait une insuffisance surrénale, mais il n'y a pas eu rien de spécifique à Chronocorp. C'est une formulation à libération progressive. Notre recommandation, c'est que si vous prenez Chronocorp, si vous avez une maladie et vous avez besoin d'un dosage stress, il faut prendre une libération progressive. Très bien. Il y a 2 questions. Tout d'abord, lorsque
quand est-ce que Chronocode sera autorisé en France? Je pense que vous ne savez pas dire ça, mais Chronocode a été approuvé par l'EMA. Et ça s'est passé ce mois-ci. Ça sera disponible en Europe bientôt. Alors, je peux peut-être commenter pour les gens en France. C'est un processus assez long, même si vous avez une autorisation de mise sur le marché en Europe. Chaque pays doit en fait évoquer avec la société comment ça va se passer. Et ça prend au moins un an. Il y a un comité technique, il y a des comités économiques. Ça prend un an avant que ce soit vraiment vendu. Lorsqu'ils sont d'accord, lorsque vous avez l'accord de la France, ce qui n'est pas une chose facile. Merci, Michel. Donc, c'est approuvé, mais il faut parler avec chaque pays en Europe, comme Michel l'a si bien décrit. J'ai une question, mais je ne suis pas sûr que j'ai compris. Est-ce que c'est possible d'avoir des études à long terme? Est-ce que vous avez prévu des études sur la fertilité et Chronocorte? On observe chez les patients qu'on traite dans notre étude étendue, on observe la fertilité et on est très ouvert à faire une étude à long terme. On espère rendre ça disponible à tous les patients, comme Michel l'a dit. Absolument. On est très enthousiaste et les données sont impressionnantes. Mais une chose qu'on peut dire sur le cohorte de patients qu'on a étudiés, ils étaient bien contrôlés comparés à d'autres publications qui ont été évoquées. Mais malgré cela, on a pu améliorer les contrôles. Donc, dans la majorité des patients, on a bien contrôlé. Et je pense que cela améliore en soi la fertilité. Et l'évidence, Jerry Conway a présenté, NIH, il faut vraiment faire baisser la progestérone. Sinon, vous avez un résultat défavorable. Puis-je poser une question sur une mise à jour de l'Infancourt et la nutrition des parents des jeunes enfants d'envoi à NIH? Infacourt, c'est actuellement vendu sous le nom Kindi. Donc, c'est une formulation particulière en bas dose de 0,1 et 5 mg. Et cela suit son cours. C'est disponible dans certains pays en Allemagne, mais ça passe toujours dans le processus d'approbation dans d'autres pays. Merci. La dernière question, peut-être. Il y a plusieurs questions que je combine en une seule. Dans quel pays est-ce que le traitement est disponible? Si quelqu'un a d'autres questions, vous avez le site Dianal et vous pouvez poser les questions chez eux. Mais ça a été approuvé en Europe. On cherche, à cause du Brexit, on doit les faire séparément au Royaume-Uni. Donc, on va essayer de rendre cela disponible à autant de pays qu'on puisse. On est en négociation avec les autorités locales. Merci beaucoup, Richard.